Bienvenue pour ce nouvel épisode du Courrier des auditeurs. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet. Et de Sassa. Et cette semaine, donc, nous allons vous reparler de l'actualité de la radio pour commencer, puis on répondra à certaines de vos questions. Oui, alors l'actualité de la radio, je pense que ça va intéresser surtout les personnes qui nous écoutent en ondes courtes, et il y en a beaucoup, parce que je sais que vous attendez avec impatience la diffusion directe depuis le centre de transmission de Danshui, dans le nord de Taïwan, vers l'Europe et l'Afrique du Nord. Et pour pour que ça se passe au mieux, nous allons effectuer demain, dimanche 29 juin, un test en ondes courtes, en fait pour tester plusieurs fréquences. Donc nous vous invitons à essayer de nous écouter et nous renvoyer des rapports d'écoute en nous disant vos conditions d'écoute, quelles fréquences ont été les meilleures. Pour vous, oui. Voilà, comme ça on pourra essayer de déterminer sur quelle fréquence on va vous envoyer les programmes en ondes courtes au mois d'août. Alors, ces fameuses fréquences, donc tout d'abord, en fait il y aura 4 tests entre 17h et 17h55 en temps universel le 29 juin. Donc la première fréquence c'est 15-145 kHz à 325 degrés. Donc de 17h à 17h10. Ensuite, de 17h15 à 17h25, ce sera la fréquence 995 kHz avec 325 degrés. Ensuite, de 17h30 à 17h40, ce sera la même fréquence et la même orientation. Donc 995 kHz et 325 degrés. Et enfin, de 17h45 à 17h55 en temps universel, ce sera la fréquence 9550 kHz avec une orientation de 315 degrés. Alors, ça peut paraître bizarre d'avoir 2 fois la même fréquence sur 2 horaires différents. C'est souvent pour des interférences. S'il y a d'autres émissions en même temps, peut-être qu'un horaire sera meilleur que l'autre. Ça sera à vous de nous le dire. Une fois que les tests auront été menés et qu'une fréquence aura été décidée, les diffusions se feront tous les vendredis, samedis et dimanches entre le 1er et le 31 août. Donc on vous remercie d'avance pour tous vos retours et qu'on puisse qu'on puisse décider pour le mois d'août quelle fréquence sera la optimale pour vous, en espérant qu'il n'y ait pas de nouvelles émissions ou d'autres choses qui puissent venir en interférence avec nos émissions entre-temps. Mais en théorie, normalement, ça devrait être ce que vous allez valider sera toujours la meilleure option. Mmh. Et donc, avant de rappeler les questions au concours, on voulait vous faire une autre annonce. Enfin, je pense que vous êtes nombreux à avoir remarqué, puisque vous nous avez écrit, qu'il y a encore des petits problèmes avec le nouveau site internet, avec les podcasts et même avec l'application depuis qu'on a changé de site. Donc, veuillez être patient parce que c'est en train d'être réparé petit à petit. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous envoyer... les problèmes, à nous dire quels sont les problèmes que vous avez repérés pour qu'on puisse essayer de faire remonter ça. Oui, en général, le site internet, donc ça a été une migration principalement, même s'il y a eu un redesign, le principal était quand même dans cette opération de faire une migration avec un nouveau système. Je ne sais pas si on vous en a déjà parlé dans les émissions précédentes, mais principalement, en fait, c'est de faire... une partie en cloud en fait et une autre partie en physique. Donc sur les 2 dernières années du site internet, il y a la partie donc en direct pour avoir une réponse plus rapide, un site beaucoup plus stable parce que c'est fait sur des serveurs spécifiques à l'extérieur de la radio, et le reste est donc basé encore à la radio sur des serveurs physiques. Et donc faire une option comme ça entre deux permettra donc d'avoir quand même une réponse sur une grande partie du site, sur la partie la plus active, en direct. Et donc après, vous aurez une partie archive qui sera un peu plus lente. Voilà. Donc c'était pour vous donner un petit peu déjà la base de pourquoi on a fait cette migration. Et ensuite, aussi, on a essayé d'améliorer certaines choses. Par rapport à, alors des fois pour les langues chinoises, des fois pour les langues étrangères, tout est sur la même base de site internet aussi, donc ça permet aussi
d'avoir plus de flexibilité au niveau des recherches, etc. D'avoir aussi, normalement, maintenant, on devrait être répertorié comme site d'actualité. Ce n'était pas le cas pour la partie française. Dans les actualités de Google, il y a plein de choses comme ça. On est encore en train d'essayer de voir ce qui est réel ou pas, ce qui est vraiment avantageux. Et donc, vous pouvez largement participer en nous aidant, en nous donnant vos retours sur ce que vous trouvez d'avantageux ou des inconvénients que vous avez trouvés par rapport au site. Et votre aide, nous on le voit par rapport à nous, à notre travail, mais c'est pas forcément adapté à ce que vous ressentez en tant qu'auditeur et en tant que surfeur du site. Voilà. Oui, parce que chacun a une expérience un peu différente, donc Voilà, c'est bien d'avoir plusieurs sons de cloche. Et donc on va peut-être passer au concours. Tout à fait. Ceux qui voudraient peut-être gagner des petits cadeaux ou des petites choses comme d'habitude, vous pouvez participer toujours au concours. Mais là, on arrive vraiment à la fin du mois. Donc, voilà, il ne reste plus beaucoup de temps. Pour le mensuel, c'est vraiment la fin du mois. Donc, en plus, c'est la fin du trimestre. Donc, les 2 concours touchent à leur fin. Donc, c'est votre dernière ligne droite pour pouvoir participer au concours. Vous avez encore quelques jours, je dirais même quelques heures, pour pouvoir participer et envoyer vos propositions si vous ne l'avez pas encore fait. Et on va commencer d'abord par le concours le plus long, le plus ancien, celui du trimestre, où on vous posait la question: quel est l'événement sportif de grande ampleur qui sera accueilli ou qui a été accueilli maintenant à Taïwan ce semestre, et quel est le lien avec Paris ou la France? Vous pouvez donner les 2 réponses, entre guillemets, puisque donner quel était l'événement sportif et son lien avec Paris et la France. Et il y aura un tirage au sort avec 3 autocollants brodés au motif typiquement taïwanais que vous pourrez gagner. Donc on a déjà eu beaucoup de réponses, mais vous pouvez encore essayer votre chance si vous voulez modifier ou améliorer votre réponse jusqu'à la fin du mois, encore quelques heures, quelques jours pour pouvoir y répondre. Identique pour le concours du mois de juin. Il y a encore quelques heures et quelques jours pour pouvoir y participer. Et en fait, la question c'était quelles dates sont désormais fériées dans le calendrier. À Taïwan, il y a eu des modifications annoncées par le gouvernement. À vous de nous dire lesquelles. Il y a plusieurs dates. Vous pouvez revisiter notre nouveau site pour avoir peut-être la réponse. Tout à fait. Et pour ceux qui participeraient à ce concours et qui voudraient encore faire des réponses et participer au tirage au sort, il y a 6 gagnants avec des petits stickers, des petits autocollants ou marque-pages à gagner avec un motif taïwanais encore. Donc à voir. Je crois qu'on vous avait déjà partagé les photos ou d'autres choses comme ça sur le site. Ou alors ce sera une surprise, ce qui est pas mal aussi. Donc vous pouvez peut-être un peu explorer le site pour voir, mais sinon vous aurez la surprise en recevant, quand vous participerez au tirage au sort, envoyé par mail ou par courrier. Tout est possible pour participer à ce concours. Voilà, on va passer aux questions. Tout à fait. Qui sont très intéressantes. Ah oui, il y a des questions très intéressantes, pas forcément très joyeuses de mon côté. Ah bon ? Bon, on va commencer par une question plutôt joyeuse alors. Vas-y, dis-moi. de Jacques Augustin, qui a justement écouté plusieurs épisodes des joies de l'éco-construction. J'avais fait récemment une série sur une exposition de construction en bambou. Et ça l'avait... Tectonics, c'est ça ? Tectonics of the Islands, Ouais. voilà, et ça l'avait beaucoup intéressé. Et donc, il nous a demandé combien de constructions en bambou recense-t-on à Taïwan, et est-ce exclusivement pour les autochtones ? Alors, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre avec une grande précision. C'est assez difficile de comptabiliser le nombre de constructions en bambou à Taïwan. Notamment aussi parce qu'elles ne sont pas toutes pérennes en fait. Parfois elles durent pendant 10 ans, 20 ans, puis elles sont retirées. Parce qu'il faut savoir que le bambou en intérieur se garde très très longtemps. Par exemple, si vous avez des meubles en bambou, il n'y a pas de problème. Mais construire en bambou, il faut traiter normalement le bambou pour qu'il puisse durer plus longtemps. Mais malgré tout, avec la pluie et le soleil, il y a quand même une durée de vie, ou alors il faut qu'il soit protégé par un toit. C'est pas facile à comptabiliser. Je dirais qu'à Taïwan, il y a surtout ce qu'on appelle en anglais des landmarks, des constructions emblématiques en bambou qui sont particulièrement belles, comme des pavillons, comme les œuvres de l'exposition là.
En revanche, les gens qui habitent vraiment dans des constructions en bambou, il n'y en a pas énormément. C'est surtout effectivement les autochtones. Je ne sais pas toi si tu connais des gens à Taïwan qui habitent dans des bâtiments en bambou. Non, personnellement non. Et puis je pense qu'avec les belles forêts qui existent à Taïwan, le bambou est pas forcément choisi en premier choix comme construction, même on va dire en matériaux naturels. Je pense que le bois est quand même un peu plus préféré. Alors pas sûr, parce que en fait le bois de Taïwan en construction, à 99%, il est importé. Ok. Donc, parce qu'il y a encore beaucoup de restrictions pour la coupe du bois à Taïwan. Et surtout à Taïwan, par exemple dans le comté de Taidong, avant les années 50, la plupart des bâtiments étaient en bambou. Bon, alors maintenant, il en reste presque plus. Ça a beaucoup changé. Et il y a le problème de la loi. C'est-à-dire que selon la loi taïwanaise, on ne peut pas construire en bambou sur plus de 2 étages, enfin, si c'est un bâtiment enregistré, quoi. Et pour éviter que les incendies ne se propagent, il faut qu'il y ait au moins 3 mètres de distance avec les bâtiments des voisins, en fait. Ouais. Voilà. Donc, du coup, en général, voilà, il y a assez peu de Taïwanais qui ont envie de construire en bambou, mais la Taiwan Bamboo Society va pousser cette année pour une modification de la loi qui va aussi permettre notamment aux assureurs de pouvoir assurer des constructions en bambou où des gens habitent, et ce qui va peut-être permettre à des personnes qui ont envie de se faire construire une maison en bambou de faire un prêt bancaire. Donc voilà, avec ça, ils espèrent qu'il y aura quand même plus de personnes qui vont habiter dans les maisons en bambou. Mais on n'est quand même pas comme en Asie du Sud-Est avec plein de gens qui habitent dans des maisons en bambou. Je crois que c'est assez différent à Taïwan quand même. Voilà, donc merci beaucoup pour cette question. Et puis je signale aussi que Jacques Augustin avait relevé dans une des émissions que, en fait, quand on utilise le bambou, ça protège les forêts. Et c'est vrai, c'est ce que disait c'est pour la note un peu positive, c'est ce que disait un autochtone que j'avais interviewé. Parce qu'en fait, si on laisse le bambou sans aucune coupe, au bout d'un moment, il devient jaune. Et donc, les nouvelles pousses peuvent de plus en plus difficilement repousser. Et finalement, les forêts ne sont pas en très bonne santé. Donc, en fait, les autochtones avant avaient une vie vraiment en lien avec la forêt et ça régénérait la forêt, le fait de couper de temps en temps du bambou. Donc c'est quand même bien de construire en bambou, même si c'est pas facile. Oui, je pense aussi que c'est un peu quand même en termes de bois, quand même un peu comme une mauvaise herbe, un peu pour les autres bois, etc. Ça coupe un peu les racines, c'est un peu envahissant, donc c'est. Je sais pas, tu es plus experte que moi, mais j'ai l'impression aussi que c'est un peu cette composante-là, et que si on coupe pas régulièrement le bambou, il finit par gagner un petit peu sur le reste des autres plantes, quoi. Ça dépend, parce que justement, si on le coupe pas, il repousse pas si bien que ça. Et puis ça dépend des altitudes, en fait. Il y a différents bambous, il y a différents bois arbres qui poussent en fonction des altitudes. Mais c'est vrai que c'est une question... en tout cas, j'ai jamais entendu des personnes me dire... c'est vrai, ce qu'on entend un peu dans notre jardin, quoi. Quand on plante du bambou, ça va se propager très vite dans le jardin. Mais dans la forêt, il y a quand même des grands arbres qui sont beaucoup plus forts qu'en général ceux qu'on plante dans le jardin. Donc je sais pas, j'ai jamais entendu dire que le fait qu'il y ait des bambouseraies, du bambou en forêt mettrait en péril le reste de la forêt. Ça, je sais pas. Okay. Et donc, oui. Donc, voilà. Merci à Jacques Augustin pour sa question. En parlant de forêt, on va passer à une question de Daniel Villon. Aussi un peu en rapport avec... alors, c'était une question plus en rapport avec un prochain sujet de l'éco-construction. Mais en fait, à la base, une question en lien avec une émission de Meg de l'émission Retour à la source, qui avait parlé des ponts pour les crabes terrestres, pour qu'ils puissent traverser et ne pas être... renversés par les voitures. Écrasés. Et être en sécurité dans des tunnels, ça existe un peu partout. Alors, le nom générique, je ne sais pas si tu le connais. Je l'avais lu, mais je me souviens Pour tous les animaux. Non. Ça s'appelle des écoducs. Ah, d'accord. Okay. Et en fait, on peut faire des versions d'écoducs. J'ai cherché sur certains sites francophones un peu ce qui se disait un peu pour les animaux, etc. J'ai vu même écureuils
écureuil-au-duc. J'y C'est arrivais. pas facile à prononcer. Écureuil-au-duc, mais c'est ça, un peu des néologismes basés sur le terme écoduc, aquaduc, etc. Et donc, crapaud-duc peut très bien faire la chose pour les crapauds, et pour les crabes, on pourrait très bien dire crabeauduc, même si je n'ai pas trouvé le terme en son nom directement sur Internet. Mais on pourrait très bien l'imaginer en fonction de d'autres noms qui ont été faits pour d'autres animaux. Mais je vais un peu étendre un peu la question, parce que Daniel Villon voulait savoir si au final tu ferais pas une émission sur le sujet sur les écoducs à Taïwan. Alors j'ai un petit peu devancé ça, peut-être qu'il faudra que tu approfondisses un peu la question, parce que j'ai fait quelques recherches en fait en lien avec les écoducs. Pourquoi fait-on des écoducs? À cause de la mort des animaux sur les routes. Et donc pour ça, il y a un site à Taïwan qui s'appelle roadkill.tw. Donc road, R-O-A-D, K-I-L-L, les morts sur la route, mais pour les animaux. Et donc Roadkill Taïwan recense et fait de la de la prospection pour aider en fait à faire baisser le chiffre du nombre d'animaux à Taïwan, du nombre de morts d'animaux à Taïwan, et principalement les vertébrés, puisque ce sont quand même les principales victimes. Et donc j'ai fait des recherches, ils font des rapports chaque année, et donc j'ai sorti un petit peu les chiffres, etc. de cette association, qui fait aussi beaucoup de militantisme pour les écoducs. Et on en parlera, ça sera la deuxième partie de la réponse. Donc en fait, depuis la première publication en 2019 des 100 principaux points noirs de collision animale à Taïwan, donc en fait ils recensent aussi les sites, les lieux avec les principaux accidents avec les animaux, et depuis donc 2019, les données sont mises à jour chaque année sur le site roadkill.tw en fonction des nouveaux cas observés. Donc ils recensent et remettent à jour avec des observateurs, on va en parler plus tard. Et donc la diffusion sort chaque mois de janvier chaque année, pour renouveler un petit peu les sites où il faut faire attention, ou peut-être il faut redesigner un peu la route, faire des écoducs ou ce genre de choses. Donc toujours le lien avec les écoducs, et donc garantir une meilleure représentativité de la situation actuelle. Une analyse complète des points chauds basée exclusivement sur les données des 4 dernières années est réalisée tous les 4 ans. Donc en fait tous les 4 ans il y a un grand rapport sur les 4 dernières années, pour pouvoir faire une évaluation plus profonde de la situation. Donc c'est vraiment une organisation qui est quand même assez active et assez sérieuse par rapport à ce sujet. Je savais pas que ça existait, c'est génial. Voilà, c'est ça dont je voulais parler aussi. Et donc l'analyse approfondie, la dernière version, date du 1er juillet 2023, et ça a conduit à la suppression de 86 anciens points chauds, à la conservation de 54, à la révision de 2 et à l'ajout de 69 nouveaux, totalisant ainsi 125 points noirs où les collisions d'animaux sont fréquentes. Donc à la base de 2019 c'était 100, et là on en est à 125, mais on voit qu'il y a d'énormes changements, que c'est chaque année un peu différent. Sur chaque rapport on se rend compte que les points d'impact et les points de collision peuvent être très différents, et donc c'est vraiment une vigilance constante qu'il faut avoir. C'est un peu la conclusion. Il faut savoir donc que les données sont téléchargeables librement sur le site, les rapports, etc. Et vous avez même des plans, des maps interactives sur lesquelles vous pouvez savoir où sont les points chauds et quels types d'animaux sont susceptibles de traverser les routes. Et donc ils font aussi un point général avec en disant que Taïwan a un réseau routier dense, et sa première place mondiale, et à la première place mondiale en densité de véhicules motorisés, en raison du mix voiture-scooter. Et le bureau des routes du ministère des Transports dit que chaque année, il est estimé que plus de 17 millions d'animaux sur les routes, alors ça comprend même insectes, etc., sont tués. Et ça s'appelle donc le phénomène roadkill, d'où le nom du site. Parce qu'il y a certaines routes qui sont fermées pour laisser passer les papillons. On en avait parlé aussi dans On parle à Taïwan. Ouais. Et il faut savoir donc que la mort sur les routes représente environ
95% de toutes les morts non naturelles d'animaux et constitue également un danger pour les automobilistes. Donc c'est beaucoup plus dangereux que la chasse pour les animaux en fait. Tout à fait. Ok. Alors pour lutter contre ce fléau, l'Institut pour la biodiversité du ministère de l'Agriculture a lancé en 2012 un programme de sciences participatives intitulé donc Roadkill Society. Donc cette association, cet organisme dépend en fait et est financé principalement par le ministère de l'Agriculture et plus particulièrement par l'Institut pour la biodiversité. Et donc cette organisation fait aussi un travail à encourager les citoyens à signaler les animaux morts par photographie et géolocalisation. Et en 12 ans, plus de 6900 personnes ont participé et contribué à l'enregistrement de 210 000 cas impliquant 600 espèces, auxquels s'ajoutent plus de 50 000 données provenant d'organismes publics et privés. Waouh, c'est beaucoup. Hein. C'est un énorme travail. J'imaginais pas que les Taïwanais étaient aussi concernés par cette question. Et c'est intéressant de le savoir. Et donc cela fait un total de 260 000 données qui ont été analysées selon 4 critères: mammifères de taille moyenne ou grande, impliqués dans des accidents, espèces protégées, espèces non protégées mais sujettes à des mortalités massives, et zones à forte concentration animale, comme les points où les macaques et les chiens errants se nourrissent. Parce que ça fait une forte concentration des animaux. Et donc après, ils utilisent un logiciel spécifique. Vous pouvez même télécharger une application en lien avec ça. Je vous laisse peut-être aller sur le site de roadkill.tw pour en savoir plus. Et l'application s'appelle Happy Road App. Et où vous avez aussi une autre application qui s'appelle Omni CUE. Q. Voilà. Je ne sais pas si on a ça en France, mais ça pourrait être super que la France s'inspire de Taïwan pour ça. Pour terminer un peu plus sur un peu l'état, quels sont les animaux les plus, chez les mammifères en tout cas, qui sont les plus touchés. Il y a d'abord le crapaud noir asiatique, ensuite avec 23 000 morts chaque année, le moineau friquet avec 12 700 morts, la rainette à pattes tachetées qui est une grenouille à 7 900 morts, crabe Metacesarma aubry, je pense que c'est celui qu'on retrouve sur l'île verte notamment, avec 7500 morts, la tourterelle rousse, qui est un oiseau, avec 6500 morts, le chat domestique, malheureusement, 6300 morts, les chiens errants, avec 6300 morts aussi, quasiment. Il y en a un, c'est 6318 et l'autre, c'est 6290. Le lézard Diploderma swinonis, 6600 morts. Et enfin, la grenouille Fegervaria limnocaris, pour ceux qui sont passionnés d'animaux, avec 5080 morts. Je vous ai donné juste là tous les animaux qui sont morts avec plus de 5000 cas par an. Voilà. Alors pour aller dans un petit élan plus positif quand même pour terminer, Taïwan a commencé à s'intéresser au problème du roadkill qu'il y a environ 30 ans, et la première étude sur le sujet a été menée par le parc national de Yangmingshan, qui est le premier touché quand même par rapport à ça, qui a commencé en 1995 une surveillance à long terme de ses routes principales. Sur la base de ces recherches, 5 passages souterrains pour la faune ont été installés en 2004 seulement, donc quasiment 10 ans plus tard, après des observations de presque 10 ans, sur la route Yangtze et la route provinciale 101A, pour ceux qui connaissent un peu Taïwan. Ce sont des routes avec beaucoup d'animaux, donc, et ce sont les premiers du genre qui ont existé à Taïwan. Le suivi sur le long terme a montré une réduction de 35% de morts d'animaux, en tout cas de cadavres d'animaux retrouvés sur la route depuis l'ouverture de ces infrastructures en août 2004. Oui, donc c'est quand même... c'est important, c'est très utile. Une baisse importante. Ouais. L'administration des autoroutes a, dès 2017, commandé des études sur les collisions animales sur l'ensemble du réseau autoroutier de Taïwan, c'est-à-dire environ 1061 km, et à partir de 2009, a formé les équipes de nettoyage pour qu'elles enregistrent les animaux tués pendant leur tournée. À ce jour, plus de 100 000 données ont été collectées, donc on en a parlé juste avant, ça fait partie des organismes qui aident à l'enregistrement des données, et grâce à cette base de données, l'administration a identifié les points chauds et les espèces les plus touchées, donc grâce au système dont on a parlé aussi à l'instant, et installé au moins 47 infrastructures respectueuses de la faune sur tout le réseau autoroutier. Cela comprend les écoducs, mais aussi d'autres systèmes, des clôtures de guidage, des passages existants transformés, des ponts multifonctions, donc les écoducs, et dispositifs d'évasion pour les animaux.
Donc en fait, souvent c'est des murs qui entourent les barrières de sécurité, etc., qui entourent les autoroutes à Taïwan. Et donc ils n'ont pas de point de sortie, donc ils cherchent et ils retournent sur la route, ils repartent. Et ça peut augmenter largement le risque de mort des animaux lors de leur passage sur les routes. L'administration des routes, chargée d'environ 5160 km de routes nationales express, face à la multiplication des accidents impliquant le chat léopard, lancé en 2017 des études ciblées et des plans d'action. Depuis 2019, les agents inspectant les routes chaque semaine consignent ainsi les cas de roadkill, et en croisant ces résultats avec les données de la Roadkill Society, environ 150 aménagements écologiques ont été installés sur les routes nationales, ce qui en fait l'organisme le plus actif dans ce domaine à Taïwan. Wow. Après 20 ans d'efforts conjoints, au moins 280 infrastructures écologiques ont été construites à travers le pays, dont environ 190 panneaux de signalisation pour les voitures. Une carte interactive permet aussi désormais de localiser ces installations, disponibles notamment sur le site roadkill.tw. Je me répète un peu, mais je préfère le dire 2 fois qu'une. Voilà C'était très sujet. Intéressant. En tout cas, merci beaucoup à Daniel Villon pour cette question qui a permis, en fait, en faisant des recherches, de trouver des choses passionnantes. Oui. C'était des choses vraiment incroyables. J'aimerais bien savoir si on a autant d'infrastructures en France pour les animaux ou pas. Quoi. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses. Juste, c'est pas des questions qu'on se pose tous les jours, donc on sait pas trop en vrai. Tout à fait. Alors, il nous reste plus énormément de temps, donc je vais juste terminer avec une autre question de Jacques Augustin. Il nous a demandé si à Taïwan, il y a une agriculture aux grandes exploitations industrialisées et combien d'agriculteurs recense-t-on dans l'archipel ? Alors, je ne vais pas forcément entrer dans les détails pour répondre à cette question parce qu'on aura bientôt plusieurs émissions sur l'agriculture taïwanaise, parce que lors de la journée des jeunes chercheurs au CEFC, il y a eu des interventions tellement intéressantes sur l'agriculture qu'on a contacté ces jeunes chercheurs et on va faire bientôt des interviews. Donc, ce sera à suivre. Alors, en ce qui concerne le nombre d'agriculteurs à Taïwan, il est d'environ 500 000, ce qui représente quand même 4,3% de la population. Et la situation est assez différente de la France. Il y a assez peu de grandes exploitations industrialisées à Taïwan, pour plusieurs raisons. Déjà, le fait que il y a très peu, disons, de terres arables à Taïwan, puisque déjà c'est une petite île avec 2/3 de l'île qui est recouverte de de montagnes et de pentes, donc c'est vraiment très très difficile, des zones inaccessibles à l'agriculture. Et aussi en raison de l'héritage, du système d'héritage à Taïwan qui fractionne les terres, et qui fait que en fait, les gens ont finalement de plus en plus de petites terres. Mais il y a eu quand même pas mal de réformes, et notamment des réformes qui visent à permettre une augmentation du nombre des terres, mais ça ne fonctionne pas aussi bien que prévu. Et d'ailleurs, ces chercheurs nous ont envoyé un article passionnant que j'ai lu, et puis ça m'a fait une nouvelle personne à interviewer, mais pour résumer tout simplement. Alors, à Taïwan, la taille moyenne d'une exploitation agricole, c'est de 1,1 hectare, ce qui est assez équivalent à ce qui se passe au Japon et en Corée. Et en France, c'est de 69 hectares par exploitation, donc il y a une grande différence. Et aux États-Unis, c'est 200 hectares en moyenne. Donc voilà. Tout juste un petit lopin de terre seulement. Donc c'est assez différent. Et en revanche, Taïwan, c'est le pays au monde où la terre agricole est la plus chère. Donc voilà, il y a plein de problématiques passionnantes autour de ça. Je vous promets des interviews dans les prochains mois, donc si ça vous intéresse. Voilà, si vous êtes resté sur votre faim, restez en alerte et vous aurez bientôt la réponse dans d'autres émissions. Voilà, merci encore à toutes et à tous pour les questions que vous nous avez envoyées. Continuez à nous en envoyer. On vous souhaite un très bon week-end et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir.